Voici la réécriture en français dans un format de paragraphe continu, adapté pour rester engageante tout en étant reformulée avec des mots différents. Je m'appelle Fiona Callaway, j'ai 35 ans et quelques minutes à peine après la signature définitive de mon divorce, j'ai appelé mon père. Encore debout sur les marges du tribunal, l'enveloppe craft à la main, l'encre du jugement à peine sèche, je lui ai dit de renvoyer sur le champ les 27 employés que ma belle famille avait infiltrés dans l'entreprise. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone 2 fois avant qu'il ne décroche. Mon père, Harold Callaway, avait bâti Callaway Acier et Structures à partir d'un simple entrepôt loué en 1987 pour en faire l'un des plus grands fournisseurs d'acier structurel de la région. Le jour de mes 30 ans, il m'avait cédé 25% de l'entreprise en me disant qu'elle était désormais mienne, à faire grandir et à protéger. J'avais épousé Reginald Voss 8 ans plus tôt et dès le tout premier dîner de famille, sa mère, Delphine Voss, avait laissé entendre qu'elle ne voyait pas dans l'entreprise de mon père quelque chose que j'avais mérité, mais plutôt une ressource à récupérer. Elle ne le disait jamais franchement, elle glissait plutôt des phrases comme la famille doit s'entraider et les cousins de Reginald sont tellement doués, ce serait dommage de ne pas en profiter. Année après année, un à un, des proches de Reginald et des relations triées sur le volet par Delphine ont pris des postes dans la paie, la logistique, les achats et même l'audit interne. Mon père, qui me faisait entièrement confiance et croyait que notre mariage avait uni nos deux familles, validait chaque recommandation d'embauche sans jamais se demander pourquoi tant de ces gens portaient le même nom que mon mari. Il m'a fallu 6 ans pour comprendre ce que j'avais sous les yeux. Cela a commencé petit. Une facture d'expédition disparue, un contrat fournisseur transféré discrètement à une société enregistrée sous le nom de Jeune Fille de Delphine. Puis de grosses baisses commandes d'acier qui auraient dû passer par 3 niveaux de validation, approuvés d'un simple trait de plume par Desmond, le cousin de Reginald qui dirigeait les achats. Un responsable logistique, Preston, autre membre de la famille Voss, redirigeait des livraisons vers un second entrepôt qui, sur le papier, n'existait officiellement nulle part dans notre structure. J'en ai parlé une fois à Reginald, calmement, pendant le dîner. Il a ri, m'a dit que j'étais paranoïaque, que je voyais des complots là où il n'y avait que de l'entraide familiale. Quand j'ai soulevé la question de nouveau des mois plus tard, il est devenu froid, distant, m'a reproché mon ingratitude envers tout ce que sa mère avait fait pour notre entreprise. J'ai engagé en secret une experte comptable judiciaire, payée en liquide, que je retrouvais 2 fois par semaine dans un café à 40 minutes de chez moi pour que personne ne nous voie ensemble. Il lui a fallu 11 mois pour tout démêler. 27 employés, tous liés par le sang ou le mariage à Delphine Voss, disséminés dans chaque service clé de l'entreprise de mon père. Ensemble, ils avaient détourné près de 4 millions de dollars en 6 ans via des factures gonflées, de fausses prestations de conseil et une société écran de logistique qui nous facturait un espace d'entrepôt qui en réalité n'était qu'un terrain vague derrière un centre commercial appartenant à Delphine. Je n'ai pas confronté Reginald avec ces chiffres. J'ai discrètement déposé une demande de divorce invoquant des différends irréconciliables et j'ai laissé le rapport de l'experte comptable dormir, scellé dans un tiroir, jusqu'à ce que l'encre de mon jugement soit sèche. Certains appelleraient cela de la lâcheté. Moi, j'appelle cela de la patience. Car à l'instant où je serai libre légalement et totalement de tout lien donnant à la famille de Réginald un sentiment de droit acquis, je pourrais enfin agir sans la moindre once de culpabilité. Debout sur ces marches du tribunal, dans mon tailleur gris, celui que j'avais choisi, exprès parce qu'il me donnait l'allure de la dirigeante que j'étais censée devenir, j'ai appelé mon père et je lui ai tout raconté, 6 années entières, condensées en 4 minutes urgentes. Je lui ai parlé de la société écran, des fausses factures, de l'entrepôt fantôme. Je lui ai demandé de renvoyer immédiatement les 27 employés placés par ma belle famille, escortés par la sécurité avant la fin de la journée. Mon père est resté silencieux un long moment, puis a simplement dit « Envoie-moi le rapport ». En 20 minutes, notre responsable RH avait la liste complète. En 2 heures, les licenciements avaient commencé. Heureusement, car ce soir-là, alors que je déballais encore des cartons dans la petite maison louée où j'avais emménagé pendant la séparation, ma belle-mère s'est présentée à ma porte. Delphine Voss, une femme qui n'avait jamais haussé le ton en 8 années de politesse forcée lors des dîners de fête, frappait si fort que la lumière du porche de mes voisins s'est allumée. Quand j'ai ouvert, elle criait déjà, le visage rouge, la voix brisée par une fureur que je ne lui avais jamais connue, exigeant que j'annule chaque licenciement sur le champ, sinon, jurait-elle devant Dieu et mes nouveaux voisins, je regretterais d'être née dans une famille qui avait osé toucher à ce qu'elle considérait comme son dû. Je suis restée sur le seuil, dans la lumière déclinante du soir, à regarder Delphine trembler d'une rage que j'avais passé 8 ans à éviter soigneusement, et pour la première fois, je n'ai ressenti que du calme. Vous devez quitter ma propriété, lui ai-je dit, d'une voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Elle a ri, d'un rire sec et amer, et m'a dit que je n'avais aucune idée de ce que je venais de faire, que la famille de Reginald avait bâti la moitié de ce que mon père appelait son entreprise, que ces 27 personnes avaient des familles qui dépendaient de ses salaires, des familles que j'affamais, selon ses mots, par pure méchanceté.
Je lui ai répondu que la seule chose qu'on avait affamée, c'était l'entreprise de mon père, lentement et délibérément, pendant 6 ans, et que le rapport judiciaire déposé chez mon avocat le prouvait jusqu'au dernier dollar. Son visage a alors légèrement changé, une lueur sous la fureur, et j'ai compris qu'elle savait que je ne bluffais pas. Elle a alors changé de stratégie, adoucissant son ton comme toujours quand crier ne fonctionnait plus, me disant que Reginald m'aimait encore, que tout pouvait être annulé si je reconsidérais le divorce, réintégrer les employés et laisser le passé derrière nous pour le bien de la famille. J'ai presque admiré son culot, la façon dont elle était passée des menaces à une fausse tendresse en moins de 30 secondes. Je lui ai dit qu'aucune reconsidération n'était possible, que le divorce était définitif, que les licenciements l'étaient aussi, et que si elle, Desmond, Preston ou n'importe lequel des 25 autres voulaient faire contester la perte de leur poste, ils étaient libres de le faire devant un tribunal où le rapport d'expertise comptable deviendrait alors public. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé de crier pour commencer à menacer de poursuites en promettant que ce n'était pas terminé. J'ai simplement refermé la porte. Les semaines suivantes ont été plus difficiles que prévu, non pas à cause du doute, mais parce que démêler 6 années de corruption enracinée signifiait reconstruire des services entiers presque à partir de rien. Mon père a fait venir un directeur des opérations rigoureux et perspicace, Thaddeus Cray, pour superviser les achats et la logistique pendant que nous recrutions de nouveaux employés. En un mois, les retards de livraison qui nous handicapaient depuis des années avaient disparu. Les coûts de fournisseurs, autrefois mystérieusement gonflés, ont chuté de près de 18%, presque du jour au lendemain, une fois les contrats de la société écran résiliés et remplacés par des accords légitimes, mis en concurrence honnêtement. Mon père m'appelait chaque soir, ce premier mois, parfois juste pour me lire les nouveaux chiffres, la voix de plus en plus légère à chaque fois, comme un homme réalisant peu à peu qu'un poids porté si longtemps qu'il en avait oublié l'existence venait enfin de disparaître. Reginald n'a appelé qu'une seule fois, 3 semaines après la confrontation avec sa mère, la voix étrangement douce, comme je ne l'avais pas entendue depuis des années. Il n'a pas défendu Delphine. Il n'a défendu aucun des 27 noms de la liste. Il m'a simplement demandé comment j'allais. Et pendant un instant, l'homme que j'avais épousé a percé sous la version que sa mère avait passé une décennie à construire. Je lui ai dit que j'allais mieux que je n'étais allée depuis des années, et je le pensais vraiment. Il n'a plus rappelé après cela. Le procès promis par Delphine n'a jamais eu lieu. Son avocat, après avoir examiné le rapport d'expertise que mon équipe juridique avait partagé dans le cadre de la procédure, lui a discrètement conseillé qu'engager des poursuites ne ferait qu'attirer un signalement pénal pour fraude. Les menaces ont cessé aussi brutalement qu'elles avaient commencé. Desmond et Preston ont quitté l'État en moins de 2 mois, et la société écran de logistique que Delphine avait utilisée pour nous facturer un entrepôt inexistant a été dissoute avant la fin de l'année, sans doute pour effacer les traces avant que quelqu'un ne creuse trop profondément. Mon père n'a jamais porté plainte au pénal, non par manque de preuves, mais parce qu'il m'a dit clairement que les voir tout perdre, ce qu'ils avaient bâti sur un seul volet, était une punition suffisante à ses yeux et que pousser plus loin ne ferait que traîner le nom de notre famille dans des années de gros titres. Je comprenais cela, même si une part de moi en voulait davantage. 6 mois plus tard, Callaway Aciers et Structures a enregistré son meilleur trimestre de toute son histoire, entièrement porté par des employés qui avaient gagné leur poste au mérite et non par les liens du sang. Mon père m'a officiellement nommée présidente ce printemps-là, debout devant le même atelier où il avait lancé l'entreprise près de 40 ans plus tôt, déclarant devant tous les employés réunis que l'entreprise avait enfin été rendue à ceux qui l'avaient réellement construite. J'étais là, dans mon tailleur gris, le même que sur les marches du tribunal, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que l'entreprise et ma vie m'appartenaient vraiment.